démarre, je te lance. C'est parti. On va comme ça, puis après on reviendra, on fera un retour. Bonjour à tous, je suis Cyril, cofondateur de Sportineo, le deuxième logo en partant du haut. Sportineo, en 2021, c'était une idée et on est rentré dans la brasserie du digital. Un an plus tard, on en est ressorti avec un produit, des clients et du financement. Ce qui est l'essentiel quand on lance une boîte, c'est de pouvoir la lancer, notamment via du financement, de trouver ses clients. Et en ça, la structuration de l'accompagnement a permis de passer à l'action. Sportineo, on se décrit comme une fintech à impact. La problématique qu'on adresse, c'est celle notamment du mois de septembre. Lorsque vous vous inscrivez peut-être dans un club de foot, de basket, de judo ou autre, ça fait 200, 1000 euros à sortir si on est une famille au mois de septembre. Ou alors on fait 3-4 chèques et c'est le club qui se retrouve à gérer des chèques, qui est une gestion délicate. Donc on a digitalisé tout ça et on a apporté des solutions de paiement fractionné notamment, qui permettent aux familles de pouvoir mensualiser le coût de leur pratique sportive. Et on fait l'avance intégrale à l'association pour que l'asso, elle ait la trésorerie dès le mois de septembre. Donc c'est une de nos premières innovations qu'on a lancées. Depuis, on en a lancé d'autres. Et aujourd'hui, on a des clients à travers la France. On a des anciens sportifs qui sont ambassadeurs de la société. On a fait une première levée de fonds pendant qu'on était incubé ici à la brasserie. Et on est en train de clôturer une deuxième levée. Aujourd'hui, on a 14 staffs à travers la France qui rencontrent les clubs, les comités, les districts, les ligues. Donc plutôt bien accéléré via la brasserie. Bonjour, du coup moi c'est Alexandre Perron, je suis le cofondateur de Nouvelle Classe. Nouvelle Classe, c'est une plateforme de soutien scolaire pour les collégiens et les lycéens sur laquelle on propose des parcours en vidéo interactive pour les accompagner dans l'apprentissage de ce qu'ils ont au lycée. Du coup en face de moi je vois qu'il y a pas mal d'étudiants, c'est les problématiques qui vont vous parler. Je pense que quand vous étiez au lycée, même encore aujourd'hui, le dimanche soir, vous étiez en galère avec un truc à rendre le lundi, à écumer le net pour trouver soit un résumé du cours, soit des exercices qui font référence à ce que vous devez faire. Nous, on intervient à peu près à ce moment-là pour vous. On a l'essentiel du cours résumé très rapidement et les exercices qui vont avec pour que vous ne passiez pas à côté des notions. Donc c'est un peu l'objectif de ce qu'on propose, c'est que de manière très efficace, vous puissiez aborder les notions de ce que vous voyez en cours. Aujourd'hui, Nouvelle Classe, c'est une grosse présence sur les réseaux sociaux. Sur ce créneau-là, on est les premiers, avec 90 000 abonnés sur YouTube, 150 000 sur TikTok. Là, on est en train de percer sur Instagram, on a pris 6 000 abonnés en une semaine, donc des choses qui se passent intéressantes. Et donc Théo, mon associé, lui, il crée les contenus vidéo avec un ensemble de profs qui nous accompagnent. Et moi, je m'occupe de la partie technique. Du coup, j'ai un profil de développeur à la base et je m'occupe du développement de la plateforme. Donc voilà comment c'est construit aujourd'hui. Et là, l'équipe, maintenant, on a un commercial aussi dans l'équipe et on essaie de faire passer le projet à l'échelle pour pouvoir en vivre complètement. On a lancé le projet en 2021 à deux et Théo avait commencé en 2020 tout seul avec la chaîne YouTube juste au départ. Bonjour à toutes et à tous, je suis Quentin Giraud, le cofondateur de la startup Hugo. Hugo, c'est un éditeur de logiciels innovant. On a créé le premier assistant virtuel qui permet de numériser un commerce de proximité en moins de 10 minutes avec l'intelligence artificielle, comme vous en parliez tout à l'heure, Frédéric. Notamment, on bosse avec ChatGPT, enfin surtout avec la société mère OpenAI depuis 2021. Et du coup, on a intégré dès le début les solutions d'intelligence artificielle et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a une longueur d'avance. En quelques secondes, Hugo, ça permet d'avoir un site internet professionnel, ça permet d'avoir une chaîne de click and collect pour un commerce de proximité, ça permet de gérer les avis en ligne et d'avoir une réponse automatisée à tous les avis, ça permet de gérer les réseaux sociaux. Et là, on vient de finir de compléter la chaîne avec le développement d'une caisse enregistreuse innovante et certifiée pour venir compléter vraiment la chaîne de valeur du commerçant connecté. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Grégory Planchat, donc j'ai créé la société Gyroscopes avec mon associé. C'est une société qui propose un service pour les entreprises qui auraient besoin de connecter plusieurs outils informatiques entre eux. Donc par exemple, une société qui a un e-commerce qui a besoin de récupérer les commandes et les envoyer à la logistique pour envoyer les commandes, on propose un outil qui leur permet de créer un connecteur entre les différents outils de l'entreprise. Et c'est à peu près tout. On a lancé ça, c'était au début un projet de R&D qu'on avait fait au sein de l'agence web.
Et c'est en Kiboko, et c'est depuis 2022 qu'on a extrait ça de Kiboko pour en faire une société à part. Ok, merci. Ok, donc, bon, trois jeunes entreprises qui sont en train de se lancer. À l'échelle d'une entreprise, un an, 2 ans, 3 ans, c'est que dalle. Hein. C'est vraiment c'est que dalle. Ça reste des très jeunes entreprises. Et donc, on est encore dans une étape de démarrage. L'âge de raison pour une entreprise, c'est à peu près 3 ans. D'accord. Une entreprise qui, au bout de 3 ans, est viable, généralement, c'est une entreprise qui a trouvé son modèle, qui a trouvé sa place, qui a commencé à trouver ses clients et dont on peut se dire, ok, donc le projet initial, il y avait quelque chose derrière, ça peut être intéressant. Alors, innover et développer son activité innovante en Auvergne-Rhône-Alpes et notamment en Haute-Loire, ça coule pas de source. D'accord. On n'est pas la station F, on n'est pas la Silicon Valley, on n'est pas San Francisco, et on se dit finalement, est-ce qu'on est capable de créer une activité innovante, même ici, en région? C'est la question que je vais vous poser. Alors peut-être que je vais te laisser continuer, Grégory, sur le sujet. Développer une activité innovante en Haute-Loire, pourquoi la Haute-Loire? Parce qu'on est bien en Haute-Loire. On était là. On était déjà là au début. Non, après, c'est qu'on a des clients un peu partout en France. Donc après, on n'a pas cherché à spécifiquement viser la clientèle qui pouvait y avoir en Haute-Loire, mais c'est qu'on était déjà présent en Haute-Loire et que du coup, on a continué l'activité qu'on avait déjà. Donc voilà, rien de particulier vis-à-vis de la Haute-Loire. Mis à part l'attachement au territoire, il y a des difficultés de recrutement. C'est assez difficile de trouver des développeurs notamment qui ont beaucoup d'expérience dans le développement en Haute-Loire, souvent parce que les étudiants, une fois qu'ils ont terminé leurs études, partent à Lyon ou à Paris. Et du coup, en Haute-Loire, il ne reste plus beaucoup de développeurs sur place. Après, on est plusieurs à être partis quelque temps. Je pense que ça a été probablement ton cas, être parti quelque temps pour s'aguerrir dans des grandes métropoles et être revenu s'installer ici parce qu'on était attaché au territoire. Donc c'est aussi parfois une période de sa vie. Mais peut-être qu'on peut se dire aussi qu'on peut démarrer ça ici et il y a des entreprises dans lesquelles vous pouvez vous bâtir une belle expérience. Vous avez vu les projets qui vous ont été présentés. Donc c'est pas forcément un passage obligé. Compris. Donc l'attachement au territoire pour Grégory. D'accord. Si on s'en suit, pourquoi la Haute-Loire, pourquoi l'Auvergne et avantages, inconvénients. Voilà. Alors chez Hugo, on n'est pas en Haute-Loire, malheureusement, on est dans la Loire tout court. C'est quasiment pareil. Moi, pour ma part, dans mon parcours, je ne suis pas ligérien d'origine, je suis montpelliérain d'origine. J'ai fondé mes premières boîtes sur le territoire de Montpellier. Et puis, il y a 4 ans, avec ma compagne, on a décidé de venir s'installer dans un petit village perché en haut des monts du Forez, qui s'appelle Cherrier. C'est un village de 500 habitants qui a 1 heure de tout. Mais finalement, 1 heure, c'est quoi? 1 heure, c'était le trajet que je mettais tous les matins pour aller de ma maison jusqu'à mon boulot à Montpellier. Donc, dites-vous que quand vous êtes à 1 heure d'une grande ville, vous êtes finalement pas loin de la ville, parce que les gens qui habitent sur place, c'est le temps qu'ils mettent pour se déplacer à l'intérieur. Donc vraiment, aujourd'hui, moi, à Cherrier, je suis à 1 heure de Clermont-Ferrand, 1 heure de Saint-Etienne, 1 heure de Lyon, et finalement, on a la proximité de tout. Pour ma part, par exemple, je suis aussi au conseil d'administration de la French Tech Lyon-Saint-Etienne. Ça m'empêche pas d'assister au conseil d'administration, et finalement, faire 1 heure de voiture, ça ne me change pas beaucoup, mis à part que là, on roule bien, parce que c'est de l'autoroute. Et donc voilà, donc nous, ça a été vraiment un choix d'entrepreneur de venir innover en territoire rural dans la Loire, parce qu'on voulait vraiment donner du sens à notre entrepreneuriat, parce qu'il y a des petits villages comme ça qui ont besoin aussi de retrouver des habitants. Nous, on crée de l'emploi dans ce village-là, on interdit le télétravail chez nous. On a fait des locaux qui sont géniaux, on a 150 mètres de locaux perchés dans les monts de la Madeleine là-haut. Franchement, pourquoi aller en ville ? Tout à fait. Et je ne sais pas combien de personnes travaillent avec toi dans ce modèle-là que tu définis.
Aujourd'hui, on est 5 collaborateurs et par exemple, pour à titre de comparaison, du coup, quand on a lancé notre recrutement du commercial, on a eu à peu près 250 candidatures. Comme quoi, c'est pas encore terminé le travail physique. Quand on est à contre-courant, c'est là où on peut faire la différence. C'est assez inspirant ton aventure. Ok, d'accord, chapeau, belle prise de position. Peut-être qu'on prendra 2 minutes pour parler du télétravail tout à l'heure. Ok, merci pour ton témoignage. Donc, pourquoi la Haute-Loire, pourquoi l'Auvergne Alors, il y a deux raisons. La première, une un peu plus personnelle. Donc, effectivement, il y a l'attachement au territoire. Hein. De mon côté, je suis allé à Paris, Barcelone, j'ai fait des belles années là-bas, c'était chouette. Mais ma vision, ça a toujours été de revenir ici. Donc, ça fait depuis 2017 que je suis à nouveau dans la région. Et vraiment, essayer de construire quelque chose ici, c'était un objectif pour moi. Et à terme, c'est vouloir vraiment développer une partie de l'entreprise ici. Il y a un deuxième aspect, c'est celui plus administratif. La première année, mon associé Théo était en master entrepreneuriat à Cergy et on a déclaré le siège social à Cergy la première année parce que l'école nous accueillait. Ensuite, dans la foulée, j'ai fait le parcours d'incubation au Puy, Start & Grow. Et du coup, sur tout l'aspect financier, on nous a beaucoup conseillé de ramener le siège social en Haute-Loire pour pouvoir être beaucoup plus facilement accompagné. Tout à fait. Donc pendant un an, on a été accompagné par les équipes de la brasserie et de Clermont-Auvergne Innovation. Et donc le fait qu'on soit, notre siège social soit en région parisienne, c'était un vrai frein pour pouvoir être accompagné localement. Donc on a ramené le siège social en Haute-Loire et là ça nous a débloqué toutes les portes pour pouvoir être accompagné par les personnes référentes ici. Et ce qui à terme a été beaucoup plus facile parce que, exemple, la BPI qui est un organisme qui aide les startups à être financées, on a eu un soutien immédiat ici en Haute-Loire alors qu'à Paris on n'a jamais eu une réponse à un email. Parce qu'il y a un écosystème qui est beaucoup trop grand, il y a beaucoup trop de monde, et donc on n'avait pas du tout notre place dans cet univers-là. Ici, le fait de vouloir innover en Haute-Loire, on a tout de suite eu le soutien des collectivités locales, et il y a de belles choses qui sont en train de se mettre en place grâce à ça. D'accord, très bien, super intéressant. Merci. Haute-Loire, pour moi, c'est pareil, c'est un retour aux sources. Je suis originaire de la Haute-Loire, un petit peu comme mon voisin ici. J'ai voyagé, travaillé à Londres, New York et Hong Kong. Et revenir en Haute-Loire, on peut se dire, on va se faire chier. Mais le Puy, c'est une très très belle ville. Et le même commentaire que mon voisin, parfois il vaut mieux être un gros poisson dans un aquarium qu'un petit poisson dans un océan. Et l'exemple qu'il a pris de BPI, on a exactement eu le même cas de figure. Nous, on était à Lyon, pareil, aller chercher des financements BPI. Vous êtes un dossier parmi d'autres. Vous êtes un interlocuteur qui fait juste son job. Alors que quand on est en Haute-Loire, les personnes se connaissent. Les personnes, si c'est pas le bon dossier qui est arrivé sur la bonne personne, elle va le faire suivre à celle d'à côté parce qu'elle connaît qui fait quoi à la CCI, chez BPI, etc. Donc il y a vraiment une envie de faire avancer les choses. Tout le monde est vraiment attaché au territoire. Donc vos interlocuteurs bancaires ou autres sont beaucoup plus à l'écoute d'un projet innovant qui va créer de l'emploi, qui va faire rayonner la ville, qui va faire parler du département. Donc ça, c'est vraiment un gros atout sur lequel vous pouvez compter quand vous entreprenez en Haute-Loire. Ça c'est intéressant. Et puis je relève aussi un point important que vous avez souligné tous les deux, c'est que du coup tous les interlocuteurs dont on a besoin pour lancer son activité, pour créer, etc., sont beaucoup plus accessibles, se connaissent, et donc finalement c'est beaucoup plus une opportunité qu'une contrainte de ce point de vue-là, même si de temps en temps, on doit aller à Lyon, à Paris ou un peu plus loin, il faudra faire un effort un tout petit peu plus important, mais ça n'est qu'une fois de temps en temps, au lieu d'être obligé de le faire tous les matins et d'en venir tous les soirs. Merci pour ce premier retour d'expérience. Ensuite, deuxième thématique, deuxième point, autour de vos stratégies de développement. D'accord ? Parce qu'une entreprise, il faut la créer, il faut la financer, il faut trouver des collaborateurs pour
travailler sur son développement. Le développement, c'est quoi? C'est l'accompagnement, c'est les aspects financiers, c'est les réseaux sur lesquels on va s'appuyer pour lancer son entreprise, etc., etc. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour, et on va redémarrer avec toi si tu veux bien, on va faire un retour sur quelle a été votre stratégie de développement et qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour lancer votre activité et votre innovation? Alors déjà, il me semble que hier, c'était l'anniversaire d'un certain incubateur, la brasserie du digital. Oui. Il y a 10, 20, 30 ans de ça, être entrepreneur en France, je pense que c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez énormément de structures d'accompagnement, comme la brasserie du digital. Si vous allez dans d'autres villes, il y a plein d'accompagnateurs comme ça, des incubateurs, des accélérateurs. Il y a également des financements qui n'existaient pas avant, des financements via BPI, des financements via des business angels. Donc toutes ces stratégies-là, il y a des étapes à suivre et faire les choses dans le bon ordre. Je vais vous prendre un exemple tout bête, comme ce que tu disais tout à l'heure, quand on a créé nous Sportineo, mon associé est rentré non pas en nom propre, mais via sa holding. Ça a bloqué certains financements parce que on considère que c'est une filiale d'une société et du coup certaines aides et certaines subventions que vous pourriez toucher, vous ne les touchez pas. Donc c'est des choses qu'il vaut mieux savoir à l'avance parce que c'est 10, 20 000 euros de subventions qui vous permettent de recruter, qui vous permettent de faire votre site internet, qui vous permettent de développer votre produit, que vous n'avez pas parce que vous n'avez pas eu la bonne stratégie de financement, parce que vous n'avez pas pris le temps de vous renseigner, d'être accompagné et de savoir dans quelle étape faire les choses pour aller chercher 50, 100 000 euros qui vous permettent de lancer votre business. Simplement vous de vous payer si vous n'avez pas besoin de sous-traiter ou sinon recruter du staff, passer par des sous-traitants pour avoir votre produit sur le marché, le tester, le développer et accélérer. Ce que tu dis là, c'est intéressant, c'est que quand on lance une innovation et qu'on crée une société derrière cette innovation, en fait on a souvent à gérer à minima 3 aspects qui sont le sujet même de l'innovation, dans ton cas les associations sportives et tous les freins que vous réussissez à lever via votre innovation. 2, il y a l'aspect numérique, digital, donc comment est-ce qu'on met en œuvre les dispositifs pour rendre accessible cette innovation. Et 3, il y a toute la partie création d'entreprise, financement, structuration, etc., etc. Et que c'est très dur d'être très bon dans ces 3 domaines-là. D'accord ? Déjà être bon sur un des domaines, c'est déjà très bien. Et donc, il faut rester modeste, je pense, et se dire on a besoin de se faire aider sur le reste. D'où, comme tu le soulignes, le fait à un moment de dire je m'entoure, je prends des conseils, j'intègre des programmes d'accompagnement qui vont m'éviter de tout devoir apprendre ou de faire quelques bêtises en cours de route. Il y a tellement d'aides et puis certaines auxquelles on ne pense pas. Enfin, vous avez une idée, vous n'imaginez pas qu'on peut vous donner de l'argent pour la tester, quoi. Enfin, au début, on se dit, tiens, qui c'est qui va me donner de l'argent alors que je n'ai pas encore de produit, j'ai juste une idée. Donc, il y a des subventions qui permettent de tester juridiquement, de tester votre marché. Il y a des innovations qu'on appelle par l'usage qui vous permettent de regrouper des personnes pour présenter votre idée, avoir des maquettes et avant de commencer à faire des lignes de code, être sûr que vous faites quelque chose pour lequel il y a une problématique, un besoin, une attente, et après vous mettez le produit après, quoi. Les créateurs d'entreprise sont rarement des gens qui ont une fortune personnelle, qui disent tiens, je me lève ce matin, je vais créer une boîte. C'est plutôt des gens, souvent qui ont déjà eu un premier parcours professionnel, d'accord, mais pas que. L'âge moyen, je crois, des créateurs de start-up, c'est 39 ou 40 ans. Donc des gens qui ont déjà eu un premier parcours professionnel, qui ont acquis une première expérience. Donc, quand on n'a pas de fortune personnelle, quand on a des idées, mais pas forcément tout l'argent pour le mettre en œuvre, comme tu dis, il y a des dispositifs qui sont là, et c'est vrai que, particulièrement en France, il y a tout un tas de leviers à activer, et pour qu'on soit bien conseillé, ces leviers-là, ils sont vraiment accessibles. Il faut qu'il soit là, d'accord. Mais ces leviers-là sont accessibles. Merci d'avoir souligné. Pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, sur la partie financement, donc le fait de nous qu'on revienne en Haute-Loire et qu'on soit soutenu par la BPI, ça nous a permis, mon associé et moi, de passer à temps plein sur le projet, ce qui n'était pas le cas à la première année et demie. Donc moi, je continuais mes prestations freelance, lui était ingénieur pédago dans une école d'ingé, on était à mi-temps ou tiers-temps sur le projet et c'est très difficile, très frustrant ces phases-là parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas assez vite. De toute façon, on a toujours l'impression d'avancer pas assez vite, mais en tout cas, ça nous a permis de débloquer une étape, de se dire on peut passer à temps plein sur le projet. Donc ça, c'est déjà un changement important.
Et ensuite, de mon point de vue, dans la stratégie, le fait d'être déjà présent localement, donc je suis formateur à l'IUT, à l'école du numérique, c'était un moyen pour moi d'avoir déjà un ancrage local qui me permet de facilement recruter des développeurs quand j'en ai besoin. Stagiaires ou après des alternants aussi, j'en ai eu plusieurs. Pour l'instant, on ne peut pas pérenniser les postes, mais l'objectif à long terme, c'est déjà d'avoir cette facilité de recrutement sur des profils qui ont des bons potentiels. Donc voilà un peu. Alors rapidement, pour synthétiser les étapes de développement d'Hugo, on a commencé par une phase d'idéation en 2020. Donc on était en plus en période de crise du Covid, on avait des commerçants qui avaient besoin d'avoir des sites rapidement. Donc c'est une idéation qu'on a pu faire avec les commerçants finalement du territoire où on est. Donc on a commencé par notre premier client, c'était le pizzaiolo du village d'à côté, qui a pu essayer Hugo, nous faire ses retours, etc. Et c'est comme ça qu'on a pu commencer à avoir notre premier POC début 2021. On a été financé, nous, par le réseau Initiative Loire, voilà, qui nous a accompagnés dès le début avec la région Auvergne-Rhône-Alpes sur un Startup & Go création. Donc ça nous a permis de partir avec une enveloppe de 50 000 € au tout début, puis de faire des effets de levier auprès des banques. Donc on part de 50 000 €, on en prend 100 000 de plus. Donc ça nous fait une belle petite enveloppe pour commencer. On a ensuite enchaîné parce qu'on a la chance d'être un critère du French Tech Tremplin. Donc on a été lauréat Hugo sur entreprise implantée en ZRR. Donc ça nous a permis d'aller toucher une subvention de 42 000 € supplémentaires. Derrière ça, c'est l'AFI de BPI qui est venu nous financer 50 000 €, plus un prêt BPI de 75 000 €. Donc voilà, la première année, Hugo, c'est 350 000 € de levée de fonds, juste avec les aides publiques, un petit peu de fonds propres et derrière les structures qui accompagnent les créations d'entreprises. Et tout ça en moins de 6 mois. Pourquoi ? Parce que on est en territoire où les chargés de compte ont le temps de traiter nos dossiers, là où quand on est à Montpellier, quand on est à Lyon, quand on est à Paris, des fois il n'y a même pas de réponse au mail, comme tu disais tout à l'heure. Hein, c'est assez fou. Et donc parmi tous ces développements, il y avait, je faisais un call avec un VC de Serena il y a quelques jours et il me disait tes concurrents, ils n'arrivent pas à se développer hors de la région francilienne parce qu'ils ont commencé à Paris et en fait Paris c'est un peu la facilité parce que tu veux aller adresser les commerces de proximité, t'envoies un stagiaire pendant 3 jours dans les rues et finalement s'il signe pas 100 commerçants parce que c'est des milliers de commerçants au kilomètre carré à Paris, c'est qu'il est mauvais. Et c'est vrai que nos concurrents ont du mal à sortir de Paris. Là où nous, finalement, en ayant commencé par la province, on a fait finalement le plus dur. C'est un peu comme quand tu apprends à skier sur les petites stations d'ici. Après, quand tu vas dans les Alpes, c'est beaucoup plus facile pour skier. Donc, c'est aussi ça, la chance d'entreprendre en Provence et encore plus en ruralité, quoi. Pour nous, pour le moment, on n'est pas allé chercher de financement. On est en train de le faire. Donc jusqu'à présent, on avait financé Gyroscopes sur fonds propres de l'agence. Et donc là, on est en train de faire une bascule où justement Gyroscope prend son indépendante par rapport à Kiboko et on est en train d'aller chercher 400 000 € là pour aller... c'est un spin-off. Il faut qu'il vive sa vie, qu'il fasse son chemin à lui tout seul. Et du coup, on sépare l'entreprise de Kiboko aujourd'hui. Donc on est passé par Réseau Entreprendre. C'est un réseau d'entrepreneurs qui vont faire un peu du mentorat pour justement si vous créez votre entreprise, vous allez avoir des entrepreneurs qui vont vous accompagner pour vous conseiller. Ils ne vont jamais prendre les décisions à votre place, mais ils vont vous conseiller. Vous allez parler de vos problèmes surtout avec eux. Et ça donne déjà beaucoup d'aide sur qu'est-ce qu'il faut faire. Moi notamment, j'avais été... accompagné par le patron de Citroën, donc à Blavozy, qui m'avait donné pas mal de conseils, notamment aller voir un avocat pour tel ou tel sujet, aller voir un comptable pour tel ou tel autre sujet. Et donc quand on crée son entreprise, on se dit on n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Et donc puis ça coûte cher. On a cette idée que ça coûte très cher. En fait, non, ça coûte beaucoup moins cher que si vous réglez pas le problème avec des spécialistes du sujet. Donc voilà, Réseau Entreprendre nous a aidé là-dessus, ça nous a aidé aussi sur le financement. Et donc là, on est sur la finalisation de ce financement. Donc le stéréotype du créateur d'entreprise, du chef d'entreprise qui fait tout, qui connaît tous les sujets et qui va tout débroussailler lui-même, ça n'existe pas. Un bon créateur, c'est quelqu'un qui sait s'entourer, qui va savoir à un moment poser les bonnes questions et avoir autour de lui des gens qui sont bien meilleurs que lui dans des domaines
Et c'est épuisant. Et en plus, c'est épuisant. Merci, merci. Alors, troisième sujet qu'on voulait balayer, et celui qui moi, personnellement, m'intéresse le plus, c'est sur l'état d'esprit de l'entrepreneur. Comment on gère ses succès, comment on gère ses échecs. Là, vous avez déjà fait chacun, et bravo, vous avez un bon bout de parcours, des parcours très, très différents. Est-ce que vous pouvez nous dire, en regardant un tout petit peu dans le rétroviseur, une décision que vous avez prise et que vous ne regrettez pas, et une décision que vous avez prise et que si vous pouviez, vous ne le referiez pas. Donc, on va dire un succès et un échec. Oula. Alors un succès que... Ouais, alors, les échecs, on a tendance à les oublier avec le temps. On fait une occultation. Dans les succès, c'est plus dans l'aspect des choix technologiques qu'on a fait pour nous, dans notre cas, parce qu'on est une société très technologique. On apporte une solution très technique pour des gens qui ne sont pas techniques. Donc concrètement, permettre à quelqu'un qui n'est pas développeur de pouvoir, à travers une interface web, créer un programme. On a fait ce choix-là de partir sur du low-code, donc, et on sait qu'il y a une très forte réponse, une très grosse demande du milieu de l'entreprise pour justement, paradoxalement, se passer de développeur, ou entre guillemets se passer de développeur. On voit ça avec ChatGPT, avec l'IA d'une manière générale. On ne fait pas véritablement de l'IA nous, mais on crée l'environnement qui va faire qu'une personne qui n'a jamais fait de développement puisse créer un programme par ses propres moyens. Donc ça, c'est ce choix-là qu'on a fait il y a... Non, c'était pas un fondamental du projet parce qu'on était des développeurs et qu'on faisait des connecteurs pour les clients. Dans notre cadre de R&D, on faisait des choses en se disant ça nous fera un peu plus de projets à vendre. Et puis on s'est rendu compte que les clients ils voulaient toujours mettre la main dedans, ou une fois qu'on avait fini le projet, le lendemain, ils avaient un nouveau truc à rajouter dedans. Mais ils n'avaient pas forcément envie de remettre un billet dessus. Donc, et puis en discutant avec des développeurs qui faisaient aussi du connecteur, nous ont parlé du low-code, où nous on était un peu, on voulait pas entendre parler de no-code, de low-code, et par pur dogmatisme. Et en fait, en se penchant un peu dessus, on s'est rendu compte que oui, il y avait une demande et qu'on pouvait partir dessus. En tant que développeur, on n'aime pas trop les choses qui écrivent le code à notre place. Mais après, une fois qu'on sort de ce dogme, on se rend compte qu'il y a une énorme demande. Il y a énormément de gens qui ont besoin de créer un programme et sans forcément avoir le moyen de passer par un développeur, ou pas forcément... les connecteurs, c'est pas forcément des... Je ne sais pas si vous en avez fait à l'IUT, mais c'est pas forcément des projets super intéressants et super enrichissants. Et... Voilà, c'est ça. Et du coup, apporter un outillage qui permette d'aller plus vite et passer moins de temps sur des choses un peu superficielles, ça a été un bénéfice pour nous et puis pour d'autres personnes qui utilisent l'outil. Et est-ce qu'il y a une décision que vous avez prise et avec le recul, vous vous dites maintenant je ne reprendrai pas la même décision, je ferai différemment certains choix technologiques où on s'est dit on connaît cette techno, on va la mettre en place, ça va être bien, tu vas voir, ça va être facile. Et puis à l'usage, on s'est rendu compte que pour finaliser la mise en place de cet outil, ça ne nous a pas apporté de bénéfices, mais ça nous a coûté énormément de temps en maintenance, en réalisation. Et donc c'est plus sur des questions technologiques qu'on a eu des problématiques. Donc à la fois sur les succès, les bonnes et les mauvaises décisions, à un moment il faut savoir dépasser ses a priori, ses préjugés, en se disant je vais le faire parce qu'on a toujours fait comme ça, savoir remettre en cause éventuellement certains de ces... C'est ça. Faire plus simple. Quand on est sur un projet client, le client va nous imposer ses technos, donc on va faire avec les technos qu'il nous a imposés. Et sous forme d'agence, on ne se rend pas forcément compte on se rend compte qu'on n'y arrive pas, mais il y a toujours quelqu'un qui est là pour financer la réalisation du projet, donc on y arrive à la fin. Quand on finance l'outil du début à la fin, on se rend compte que des fois, on s'embête pour pas grand-chose. Et que l'outil qu'on s'est obstiné à mettre, on peut finalement l'enlever et on va beaucoup plus vite après. Alors, je vais commencer par la mauvaise. La mauvaise, c'est d'avoir fait confiance l'année dernière à un industriel qui devait rentrer au capital. D'avoir fait confiance à un industriel trop vite. Donc, on devait lever des fonds avec lui. Il devait nous apporter 250 000 € au capital.
C'est un industriel de la caisse, donc qui lui déjà avait de la caisse enregistreuse, donc il voyait directement l'intérêt d'Hugo, et nous on n'avait pas encore la caisse enregistreuse, donc on voyait aussi notre intérêt. Et finalement, en fait, on a commencé des négociations en janvier 2022 pour qu'il nous plante un 2 août à 10 minutes d'aller signer la LOI chez son avocat. Donc on s'est retrouvés au pied levé. Lui, il connaissait parfaitement toute notre stratégie financière. Nous, on connaissait absolument aucune... on ne connaissait pas du tout sa stratégie financière à lui. Pour le coup, c'est un petit peu ça. Quand on est une start-up, on s'ouvre beaucoup à son investisseur, mais son investisseur se livre beaucoup moins à sa start-up. Et du coup, il nous a laissé un 2 août avec 250 000 € sur le carreau. Et moi, j'avais commencé à avaliser personnellement des dettes de la boîte à hauteur de 35 000 €. Donc, je commençais un petit peu à avoir la goutte de sueur. En plus, il faisait chaud. C'était l'été. J'avais plutôt qu'une envie, c'était de partir en vacances. Mais pas du tout, en fait. Donc, il a fallu savoir faire preuve de résilience. On a terminé des alternances en bonne et due forme, mais on n'a pas pu les convertir en CDI. Ça fait partie des échecs. Donc on s'est séparé de 3 personnes. D'une, c'était pas prévu, mais voilà, on n'a pas pu parce qu'on n'avait plus d'argent. Et c'est finalement l'accompagnement pour le coup de la CCI via son fonds d'investissement qui nous a donné le petit coup de boost qu'il nous fallait, qui nous a permis, nous a injecté 20 000 € en compte courant bloqué. Et nous a permis d'aller faire une petite levée de 100 000 € qui nous a refait sortir la tête de l'eau. Moi, j'ai arrêté de me payer pendant 6 mois aussi pour pouvoir absorber un petit peu l'état financier. Et puis, ça nous a permis d'aller jusqu'à chercher notre levée de fonds, augmenter des clients. Et puis, ça nous a donné 2 fois plus d'énergie parce qu'on veut pas... Ça aurait été bête de se faire avoir par un industriel qui attendait juste une chose, c'était de nous voir en redressement judiciaire et nous racheter au tribunal de commerce pour rien du tout. Donc ça c'était le plus gros échec. Et les succès, on les savoure. Ce qu'il faut savoir en tant qu'entrepreneur, c'est savourer chaque succès qu'on a. Bon, évidemment, on avait fait une levée de fonds de 2 millions €, c'est un succès. On a changé de locaux il y a 3 semaines, c'est un succès. On a des clients qui sont satisfaits, c'est un succès. Donc les succès, il faut savoir les savourer, les noter dans le coin de sa tête. Il ne faut pas oublier les échecs, évidemment. On a tendance à vite les oublier, mais il ne faut pas parce que c'est ce qui nous permet d'avancer, d'aller plus loin. Et du coup, mon succès le plus récent, ça date de jeudi dernier. J'ai eu le culot d'écrire à Xavier Niel qui m'a répondu le samedi. Xavier Niel qui est pour moi une idéologie d'entrepreneur. Bon, après, il n'y en a pas 150 que lui. Oui, c'est vrai. C'est le patron de Free. Et Xavier Niel, oui, c'est une belle fortune française. Et au-delà de ça, donc du coup, il m'a répondu, il m'a mis en contact avec une de ses business units parce qu'il vient de racheter pour nous un concurrent indirect qui s'appelle local.fr. C'est une boîte qui vend des sites internet à des commerces de proximité et qui fait 30 millions € de chiffre d'affaires. Et du coup, ils viennent nous mettre en contact avec eux. Donc voilà, en quelques jours, je suis passé de ma phase d'accélération à pas trop savoir où j'allais, maintenant avec potentiellement un partenaire industriel qui va pouvoir nous faire accélérer à vitesse grand V, voire pourquoi pas même une porte de sortie à moyen terme. Alors, sur une bonne décision, la première bonne décision qu'il y a eu et qui a permis le reste, c'est déjà au tout début du projet, on devait être 3. Il y avait Théo du coup, qui avait créé le projet initialement, moi qui arrivais avec mes compétences techniques, et il y avait un troisième profil qui arrivait avec des compétences en communication marketing, normalement. Là, ce qui s'est passé, c'est que Théo, même s'il est un peu plus jeune, il a 28 ans maintenant, il était très bien accompagné à ce moment-là et l'école l'a poussé à vraiment structurer notre association avec un pacte d'associés, poser les règles, combien chacun voulait de parts dans la boîte. On avait mis en place un système d'objectifs, notamment pour moi, où je partais à un certain pourcentage et à la livraison de certaines étapes clés du projet, je gagnais des parts dans le projet. Et ça, c'était très clair entre Théo et moi, ça a vraiment structuré la chose et ça a permis de révéler que l'autre profil était complètement immature, avait des exigences irréalistes, voulait plus de 50% du projet et était complètement incompétent. Donc ça a permis très rapidement, en structurant ça, de dégager ce profil-là qui fait que, en fait, au bout de 6 mois, la boîte serait morte avant même d'exister parce que ça aurait tout plombé. Donc ça, c'est déjà la première bonne décision, c'était de mettre les choses au clair dès le départ entre nous pour être sûr que on parte bien sur les mêmes règles du jeu et qu'on soit conscient de où on va ensemble. Et c'est un travail qu'on refait régulièrement, que ce soit dans l'administratif, mais aussi sur la vision du projet. Est-ce que
ou ensemble on veut amener le projet, parce qu'il peut y avoir des divergences, et est-ce qu'on peut faire ou pas avec ces divergences-là. Donc ça, c'est plutôt les bonnes décisions qui nous permettent encore d'avancer aujourd'hui. Sur les mauvaises décisions, on est là pour prendre des mauvaises décisions, faire des erreurs et apprendre de ces erreurs. Donc je n'ai pas précisément d'erreurs ou d'échecs. Il y aura un échec quand on n'aura plus d'énergie pour pouvoir faire avancer le projet. C'est plus, je rentre la question sur émotions négatives. Parce que du coup, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un panel d'émotions positives ou négatives. D'ailleurs, j'ai mis mon t-shirt pour l'occasion, souris, demain ce sera pire. C'est un peu par ça qu'on passe des fois. Et l'émotion la plus négative que j'ai eue sur le projet, c'est le jour où on a eu notre premier haters. Un prof de maths de Lorient qui nous déteste, qui a commencé à nous insulter sur les réseaux sociaux, qui a fait le tour de tous les sites de notation pour nous mettre une étoile de partout. Et il a fallu que pendant 2 jours, on construise un argumentaire. Enfin, ça nous a permis positivement de nous poser et de nous dire pourquoi il nous déteste, qu'est-ce qu'on touche chez lui, est-ce que c'est positif ou c'est négatif pour nous, est-ce qu'on assume ou pas cette différence. Et en fait, on a pu se dire, en fait c'est plutôt cool qu'il nous déteste parce qu'il fait partie de cette partie de personnes qui font qu'on n'aime pas l'enseignement. Donc on a pu assumer nos différences, lui répondre de manière très cordiale mais construite sur tous les sites de notation. Et du coup, maintenant, c'est devenu un running gag. On hésite même à lui envoyer un diplôme de notre premier haters. Enfin, on va tenter quelque chose, on verra. Mais c'est assez drôle parce que c'était le premier, enfin c'est le premier et le seul, et c'est le plus acharné qu'on ait pu avoir parce qu'il réactualise ses commentaires pour qu'il reste en top des mauvais commentaires. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un peu l'émotion négative qu'on a vécue, mais on en a tiré quelque chose. Bonne décision, ça a été de devenir entrepreneur. Tu le disais, au loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Je peux vous dire que 100% des entrepreneurs à succès ont échoué. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et je pense qu'en France notamment, il n'y a aucune école qui va vous apprendre à être entrepreneur. Il y a très peu de chances que vous soyez né avec la fibre entrepreneuriale ou de rares exceptions. On est généralement la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Donc, sauf si vous avez des entrepreneurs dans votre famille, globalement, vous allez apprendre à aller à l'école, trouver un premier job, avoir une promotion dans votre job et pas prendre trop de risques dans la vie. Il ne faut pas échouer, il faut être parfait. Toutes ces injonctions que vous avez dans la tête peuvent vous empêcher d'être entrepreneur ou en tout cas de vivre une aventure entrepreneuriale. Donc, première bonne décision, c'est de décider d'être entrepreneur le plus tôt possible. Moi, j'ai d'abord fait 20 ans de carrière en CDI. Ça serait à refaire. Je deviendrai entrepreneur plus tôt. Je travaillerai pour ma boîte, avec mon ADN, avec mon envie de faire évoluer ma boîte, pouvoir mettre mes tripes sur la table comme on le fait des fois en CDI, mais là, pour sa boîte à soi. Mais c'est un état d'esprit à travailler. Parce qu'en effet, c'est vraiment comme à la fête du Puy-en-Velay, vous montez dans un roller coaster, puis des fois vous êtes en haut, vous dites ça y est, c'est parti, et puis la semaine d'après, vous êtes en bas, et puis ça remonte, et puis ça redescend, ça remonte, ça descend. Donc il faut vraiment se préparer à ça. C'est très confortable d'avoir un CDI, le salaire qui tombe tous les mois. Tu l'as dit, toi tu as été entrepreneur, pendant des mois, on ne va pas se payer. Les premières années, on ne peut pas se payer. Donc il faut avoir envie d'y aller, il faut avoir envie de continuer. Un des conseils, ça serait peut-être de vous associer. Si vous avez une idée, tu l'as dit, il n'y a pas de super entrepreneur. C'est très dur de tout faire. Le lancement du produit, le marketing, chercher les financements, recruter, être un manager. Tout ça, je pense qu'il n'y a personne qui ait tout ça en même temps. Donc, associez-vous peut-être si vous avez une idée, vous savez que vous avez certains manques, certaines limites, certaines envies de ne pas faire quelque chose. Être entrepreneur, c'est vraiment avoir le courage d'échouer, avoir le courage de se dire je ne suis pas parfait, je ne vais pas faire les choses parfaites, mais je vais avancer, je veux avancer. Et donc, une des échecs, on va dire, ou une des choses que j'ai appris, c'est pas de moi non plus cette phrase-là, mais c'est ne tombez pas amoureux de votre produit, tombez amoureux du problème de vos clients. Tu l'as dit, le no-code, t'aimais pas, mais tu as vu qu'il y avait une opportunité. Donc, si vous avez une idée de business, posez-vous toujours cette question. Est-ce qu'il y a un problème déjà ? Est-ce que le problème, il y a pas mal de personnes qui ont ce problème-là, parce que si le problème, c'est le problème d'une personne, vous n'allez pas faire un business avec ou pas longtemps. Dès que vous avez résolu le problème, il n'y a plus de marché. Est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce qu'il y a un gros marché ? Et est-ce que les personnes sont prêtes à payer pour que je résolve leurs problèmes ? Parce que sinon, vous faites une association, mais vous ne ferez pas une start-up si vous ne pouvez pas facturer vos services, quoi. Donc, la leçon ou l'échec qu'on a eu, c'est des fois de passer trop de temps à réfléchir à son produit qu'on veut faire. Et puis, une fois qu'on le met sur le marché, on a perdu 6 mois, 1 an, parce que c'est le produit qu'on avait dans sa tête, le produit qu'on voulait faire, le bébé qu'on voulait faire, mais il ne répond pas au marché, il ne répond pas à ses clients.
Donc dès que vous avez une idée, n'hésitez pas à la partager. Ayez pas peur de la partager. C'est pas on va me piquer mon idée, elle est tellement géniale, c'est moi le prochain Xavier Niel. Non, partagez votre idée, confrontez-la. Vous allez la perfectionner, vous allez savoir si c'est une bonne idée ou une mauvaise. Comme tu l'as dit, si c'est une mauvaise, on la met à la poubelle, il y en aura une autre qui viendra. Et puis en tout cas, c'est en parlant avec vos clients potentiels, avec d'autres entrepreneurs, que vous allez pouvoir la lancer, même si elle n'est pas parfaite. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des haters. Nous aussi, on en a. On fait une société où on pense qu'on va aider les assos. Et puis, il y a des assos qui vous disent « Ouais, tu proposes du crédit ». Ben oui, alors c'est pas dégueulasse de faire du crédit. S'il y en a qui en ont besoin, personne n'achète sa maison en comptant. Donc voilà, donc c'est vraiment ne pas avoir peur de ne pas être aimé, ne pas avoir peur de ne pas avoir un produit parfait tout de suite, ne pas avoir peur d'échouer, parce que c'est dans l'échec qu'on va apprendre, qu'on va s'améliorer. Et du coup, le dernier conseil qui a été dit, c'est vous avez peut-être une vision pour votre boîte à 1 an, 3 ans, 5 ans, mais si vous voulez tenir le coup, toutes les semaines, comme tu l'as dit, j'avais un objectif, je l'ai rempli. Même si c'est un petit objectif, mon premier client, mon premier haters, mon prochain bureau, ma prochaine levée, mon prochain investisseur, tous ces points de passage, célébrez-les, parce que c'est plus facile d'avoir la tête dans le seau quand il y a une mauvaise nouvelle que de les célébrer. Donc quand il y a des petites victoires, célébrez-les, parce que c'est chaque étape qui vous emmène vers la vision finale. Il y a beaucoup d'entrepreneurs des fois qui n'ont que la vision finale et ils n'arrivent pas à se satisfaire des petits succès de chaque étape. Merci pour ces super... Je me lance. Alors, je sais pas pour la Haute-Loire, mais dans la Loire, on a la grande chance, c'est on a un département 100% fibré, jusqu'à la petite ferme en haut de la montagne. Et pour le coup, c'est pas que de la pub, c'est la vérité. Du coup, à Charrier, on a la fibre. Le commerce à côté, il a la fibre. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas pour nous, c'est le consommateur qui vient aussi un petit peu dicter la règle. Et le consommateur, lui, il est de plus en plus connecté. On regarde à Netflix autant à Charrier qu'à Montpellier qu'à Lyon. On est sur Amazon autant à Charrier. Donc je pense que cette fracture numérique, elle est en train de s'effacer petit à petit. Et ça, à mon avis, en 2025, ça sera même plus un sujet, la fracture numérique. Oui, et pour compléter ce que je disais tout à l'heure, tu n'auras peut-être pas un produit parfait tout de suite, et puis surtout ne cherche pas à avoir un produit qui plaise à tout le monde. Si tu devais vendre des glaces, fais plutôt une glace à la pistache, qui va plaire à ton persona, à une certaine cible de clients, que d'être une vanille qui, bon, ça va, tout le monde aime, mais la vanille, on oublie, quoi, c'est le truc par défaut. Dans le même esprit, oui, nous, on peut pas, même si on se dit c'est génial pour toutes les assos, il y a des assos, oui, elles n'ont pas Internet, le président et le trésorier, ils sont à la retraite, ils ont le temps de gérer des chèques, et si tu leur enlèves ça, ils ne sauront pas quoi faire de leur retraite. Donc, sauf à leur faire une liste de choses qu'ils pourraient faire avec leur famille plutôt que de gérer des chèques. Mais voilà. Après, ce que tu peux faire, c'est que nous, par exemple, dans le discours, on ne parle pas de digitaliser les assos, parce que justement, on sait que pour certaines assos, c'est un gros mot, digitaliser. Donc, on va tourner différemment, on va avoir une approche différente, on va mettre en avant les avantages pour eux, plutôt que justement d'être enfermé dans je dirais, sa vision d'entrepreneur de je vais digitaliser, je vais t'aider. Non, on adapte son vocabulaire, et puis surtout, si ça ne plaît pas à tout le monde, c'est pas grave, trouve ta cible, trouve ton persona, ton produit, il est pour un problème que tu veux résoudre pour une partie de la population, il n'est pas pour tout le monde au fin fond de la Lozère ou ailleurs. S'ils viennent, tant mieux, mais choisis ta cible, et il y a déjà assez de boulot à faire avec une cible que tu dois aller travailler sans vouloir plaire à tout le monde. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui sort. Ils essayent de faire un AI Act en Europe, etc. Donc j'ai envie de dire, faisons un peu le mode startup pour une fois et allons-y. Parce que les lois vont arriver. Pour l'instant, elles ne sont pas encore présentes. J'ai vu là qu'il y avait, par exemple, il y a quelques jours, le fondateur de Game of Thrones qui avait tapé un procès à OpenAI pour violation des droits d'auteur. Oui, l'intelligence, elle repose évidemment sur une base de données de 175 milliards de termes. Donc forcément, il doit y avoir à un moment donné les dialogues de Game of Thrones et d'autres. Mais est-ce que c'est pas aussi ça un peu l'intelligence collective? Donc pour l'instant, nous, on agit en mode start-up, en mode... on a toujours notre porte de secours, mais bon, il faut qu'on innove. Et c'est drôle parce qu'on en discutait avec... on était chez le groupe Orange il y a quelques semaines pour parler de l'intelligence artificielle. Et même Orange, ils y vont parce qu'ils savent que s'ils ne prennent pas ce virage-là tout de suite, c'est un petit peu la révolution de notre siècle à nous, l'intelligence artificielle. Il y a eu Internet, il y en a eu plein, mais là, il faut le prendre le virage et on verra les lois un petit peu après. Moi, en tout cas, pour notre raisonnement, c'est plutôt ça. Merci. On leur tourne. En fait, on pourrait parler toute la journée, je crois. Hein, on est d'accord, hein, c'est un sujet qui est passionnant. Bon, merci d'avoir pris le temps de nous consacrer
échange ce matin. C'était, encore une fois, c'était riche d'informations nouvelles. L'entrepreneuriat, c'est un sujet qui est passionnant. J'espère qu'on a réussi à vous